Bonjour à tous et toutes. Bonjour Muriel. Bonjour. Comme disait Bernard, à cette heure-là, d'habitude, vous êtes entre fourneau et salle dans votre petit bistrot, les artisans, dans le 3e arrondissement. Vous avez mis un petit écriteau ce matin sur la porte pour dire que vous n'étiez pas là, vous étiez fermé. J'étais fermé par obligation. Obligation. Pour parler du silence, vous l'avez précisé ou pas? Pour aller à la torture, parce que j'ai pas l'habitude. Non, ça va bien se passer. Les gens ont envie de connaître votre parcours, votre rapport au silence. Vous avez écrit 2 livres ces 10 dernières années. En 2016, Je voulais vous dire, dans lequel vous racontez votre vie. Oui. Une vie faite d'abandon, de rupture, de marginalité. La 4e de couverture commence ainsi: assise en silence dans la cour de la prison Montluc, etc. C'était en 2015, et donc dans le silence de cette prison vide, les souvenirs de votre vie de prisonnière, mais de votre vie d'enfant, d'adolescente, ont ressurgi, tout à fait. Et puis, 2e livre, qui est sorti en 2019, Ces silences qui ont plombé nos vies, et c'est une conversation imaginaire avec votre grand-mère maternelle, Madame Abonen. Madame Abonen. Voilà, Charlotte de son prénom. Donc, on va reparler de votre grand-mère, Oui. mais j'aimerais d'abord que vous nous disiez l'essentiel de votre parcours de vie. Vous êtes né en 1955. Je suis née en 1955. Le 11 septembre. Oui, le 11 septembre. 55, je m'en souviens, c'est mon année de naissance, et 11 septembre, c'est le jour de la naissance de Bernard. Hein, c'est ça, voilà, ce petit truc mnémotechnique. Vous naissez à Hyères, dans le Var. Oui. Qui sont vos parents? Ma mère, c'est mon père, c'est le fils d'une émigrée, une famille pauvre. Italienne. Italienne. Et du côté de mon père, c'est une famille... non, du côté de mon père, c'est les pauvres. Du côté de ma mère, c'est des paysans riches. Plutôt riche, donc originaire de Hyères. Originaire de Hyères. Voilà. Et vous grandissez donc avec votre papa, votre maman, jusqu'à l'âge de 2 ans. Jusqu'à l'âge de 2 ans, où Et elle là, a il y été a un assassinée. événement... Pardon? Elle a été assassinée lorsque j'avais 2 ans. Vous nous racontez comment, pourquoi? C'est un crime passionnel. Elle a été assassinée par le cousin de mon père. Alors, comment ça s'est passé? Donc, votre papa, votre maman vivaient ensemble, et puis elle a eu un amant, c'est ça? Elle a eu un amant. Pendant des années, j'étais persuadée que c'était de ma faute si elle était morte, parce qu'elle voulait partir avec son amant au Venezuela. Et elle n'est pas partie parce que mon père a fait un avis de recherche. Elle n'est pas partie à cause de moi. C'est-à-dire au moment d'embarquer? Au moment d'embarquer, on lui a dit vous partez, mais votre fille reste. Donc elle n'est pas partie. Et après, toute la famille a demandé à mon père de la reprendre. Et son cousin est resté tout seul. Donc il l'a assassiné. Il l'a invité un jour dans une chambre d'hôtel et il l'a assassiné. Voilà. Donc ça, c'est un événement qui est évidemment très important dans votre existence. À partir de là, vous êtes orpheline de mère, et vous grandissez avec votre papa? Avec tout le monde. Je pense que lorsque c'est arrivé, ils sont mis autour d'une table, il fallait bien faire quelque chose de moi. Ils ont bricolé un truc, moi je l'apprends un petit peu, l'autre un petit peu, voilà. Ils étaient tellement pris par leur vie qu'ils ne sont jamais occupés de moi. Et à 15 ans, je suis parti. Alors, vous avez passé l'essentiel de votre enfance à Hyères, oui, chez votre grand-mère paternelle. Paternelle. Et l'été, pendant les 3-4 premières années, ma grand-mère maternelle venait me chercher et m'emmenait à Paris avec elle. Et après, comme elle ne s'entendait pas avec mon père, ça s'est arrêté là. Comment ça se passait, ces séjours en été chez Charlotte Abonen, donc chez votre grand-mère maternelle? Ah, c'était marrant. Déjà, mon père, il la prenait pour une originale qui était un peu mytho. Quand elle parlait des camps de Ravensbrück, tout ça, il disait que c'était pas vrai, donc elle évitait d'en parler. C'était le grand silence là-dessus. Et bon, elle buvait un petit peu.
quand j'étais à Paris, si on partait faire les courses, si tout se passait bien, on arrivait à rentrer pour manger à midi. Et si ça se passait mal, elle faisait tous les bistrots. Et elle défendait le général de Gaulle, la résistance. Voilà. Elle racontait des souvenirs de résistance, de résistantes. C'est pas qu'elle racontait des souvenirs, mais je pense que dans le quartier, les gens aimaient bien l'embêter. S'ils voulaient la brancher, ils commençaient à parler du général. Et là, c'était parti pour... elle le défendait, quoi. Elle le défendait. Ouais. Mais elle ne parlait pas d'elle pendant la guerre, spécifiquement, non Non. Non. Et donc, elle était considérée comment? Comme une pochetronne un peu mythomane. Voilà, pour mon père, c'était une mytho qui racontait des conneries. Et moi, d'entendre ça d'un référent, je la prenais pour une originale et je pensais que c'était vrai, qu'elle l'a fabulé. Il n'y a pas longtemps que je sais que c'était la vérité, quoi. Vous aimiez ces séjours chez elle, à Paris? Comment vous viviez ces moments? C'était la règle, hein. Le premier jour des vacances jusqu'à la fin, c'était comme ça. Mais c'est plutôt des souvenirs heureux pour vous ou... Mais j'en ai pas beaucoup, oui, c'était pas des souvenirs... C'était pas des souvenirs malheureux? Des ni souvenirs. Heureux, ni... Des souvenirs. Et donc, hier, vous grandissez, donc à partir de l'âge de 9-10 ans, ces séjours parisiens s'arrêtent, et vous grandissez... Jusqu'à 6 ans, ça s'est arrêté. Hein. Ah oui, ça n'a pas duré très longtemps. Non. D'accord, mais vous en avez quand même un souvenir assez précis. Oui, un petit peu. Ouais. Et donc, hier, vous grandissez, vous dites « je grandis comme du chien dent » dans votre livre. Oui, je fais ma vie. Ils étaient tellement pris par leurs problèmes, ils buvaient, ils s'en disputaient entre eux, ils me laissaient faire ce que je voulais. Et j'ai l'impression que j'ai toujours été décisionnaire de ma vie, que jamais j'ai pas eu d'enfance, quoi. Je faisais ce que je voulais. Et donc, vous étiez plutôt une bonne élève. Vous Oui. alliez à l'école, hein, ça marchait plutôt bien à l'école. Ça marchait bien. Vous aimiez? Oui. Et puis, alors, en dehors de l'école, comment se passaient vos journées? Vous étiez à la maison, dehors? Plutôt dehors. Plutôt dehors, ouais. Et puis, au fil des années, dans l'adolescence, vous fréquentez... Là, je suis tombée enceinte à 13 ans et demi, déjà. Et donc, j'ai eu mon fils, on a 14 ans d'écart. Après, mon père nous a élevés tous les deux avec une grand-mère, un peu tout le monde. Donc, avec votre garçon, quelque temps hier, entre votre grand-mère et votre père, oui. Souvent absent. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous êtes à un moment, comment dire, votre père vous supporte plus. Enfin, Ça s'est comment joué il réagit d'abord à la naissance de votre enfant, à votre grossesse, à votre grossesse, à l'accouchement? Il ne m'a pas calculé toute la grossesse et le soir de l'accouchement, il m'a dit démerde-toi. Je suis partie toute seule à la maternité accoucher. Et puis, vers l'âge de 15-16 ans, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est joué un soir, je voulais sortir. Il m'a dit, tu ne sors pas. J'ai dit, je sors. Il m'a dit, ben, calcule bien, si tu sors, tu ne rentres plus. Et je pense que s'il n'avait vraiment pas voulu que je sorte, à 15 ans, il m'aurait empêché de sortir. Mais il m'a laissé libre de mon choix, je suis sortie. Et le matin, quand je suis revenue, j'avais les valises devant la porte. Je pense que j'aurais pu essayer de taper à la porte pour m'excuser, pour rentrer. Non, j'ai pris les valises et je suis partie. Et je me suis dit, pour aller où? Je suis partie en stop à Paris. Vous êtes monté à Paris, comme on dit. Ouais. En stop, oui. Et j'ai atterri rue de la Huchette au quartier latin, en 70. Avec votre valise, pas d'argent? Pas d'argent. En arrivant en rue de la Huchette, j'ai rencontré des gens aussi paumés que moi. C'était la fête. C'était la porte ouverte à faire que des conneries. Et vous viviez comment, alors? On faisait la manche. Vous dormiez où? À droite, à gauche. On volait, on se droguait. Souvent, on était en errance dans le métro et tout. Et on a vu des gens qui volaient. On dit, tiens, c'est pas con. On s'est mis à voler. Ça se passait comment? Vous étiez dans les rames de métro? Oui, dans les rames de métro. Plutôt en groupe? Enfin, en groupe. À combien vous étiez? Nous deux, un ou deux. Ah, ou deux, ouais. Et puis, vous voliez quoi, comment? Les touristes. Hein? Les touristes.
sur quelle ligne il y en avait des touristes alors du coup? Vous aviez repéré les... Ah ben, on repérait les lignes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ben, la faim et la jeunesse, la faim, tout ça, dans les scrupules, je ne me posais pas de questions. Quand je vois maintenant que je suis un des bistrots les plus populaires du Japon, j'ai mauvaise conscience. Vous avez tiré beaucoup de portefeuilles de japonais alors? Ah, est-ce que je voyais des Japonais? J'étais content. Mais ils ont lu mon livre et continuent à venir et m'en pardonner. Ouais, c'est ça. Parce que votre bouquin, ça a amené pas mal de médias dans votre petit resto. Et au Japon, vous avez une Disons, il y a 6 réputation ans, assez ils incroyable. faisaient une émission mondiale sur les bistrots. Ils en prenaient 2 par pays. Ils ont demandé à la mairie de Lyon des adresses de bouchons. Ils sont venus un vendredi, manger à midi. À la fin, ils ont dit c'est ici. Et le lundi, il y a NHK qui a débarqué pendant une semaine. Et depuis, vous avez régulièrement... Depuis, ils viennent régulièrement. D'accord. Ouais. OK. Donc, je reviens à votre activité de vol à la tire. Hein. Oui. Donc, vous avez de cette période des souvenirs, j'allais vous dire, heureux, malheureux. Vous allez me dire ni heureux ni malheureux, non? C'est ça? De bons souvenirs. Ah, quand même, des bons souvenirs, ouais. Ouais. Non, je veux dire, vous arriviez à vivre correctement. Du coup, vous étiez plus dehors à la rue avec Ah oui, on le vivait produit bien. de vos vols. Ça allait, quoi. Oui. Ouais. Ok. Et puis un jour, comme dirait Brassens, forcément, ça arrive quand on vole à la tire. Ah ben, on s'en Les retrouve en chafourés prison, vous ont ça. mis la patte dessus. Ouais, c'est ça. Vous êtes fait arrêter, du coup. La première fois, oui. Comme j'avais toujours, depuis toute mon enfance, rencontré des gens qui vivaient en marge, j'étais presque fier de me faire arrêter. C'était comme rentrer dans la famille, le droit de passage, quoi. Je suis arrivé au quai des Orfèvres et j'étais presque contente. J'ai vite déchanté après lorsque je suis arrivé à Fresnes, mais jusqu'à l'arrivée à Fresnes, non, ça... Ok, vous êtes plutôt, oui, quai des Orfèvres, c'est un côté assez prestigieux quand même. Bah hein. oui. C'est la crème de la police française. Mes potes à Toulon, ils avaient connu que le commissariat de Toulon. Moi, c'était Ouais, le quai c'est des moins Orfèvres. glorieux. Et donc là, l'arrivée à Fresnes, ça se passe comment? Vous vous retrouvez donc le soir seul dans une cellule? Et j'arrive à Fresnes, déjà on passe au greffe, et après il y a une pièce, et je vois une surveillante arriver, une blouse blanche, des grandes clés. Suivez-moi, taisez-vous. J'arrive dans la cellule, là j'ai commencé à déchanter. Je dis, oh, c'est ça la prison? C'est pas sympa. Là, pour le coup, vous ressentez quoi? Vous êtes angoissé? Vous êtes qu'est-ce qui se passe? Toute seule dans cette cellule, vous vous dites quoi? Vous avez encore le souvenir de ça? Je me souviens de la surveillante qui m'a amené à manger du fromage de tête et de la macédoine, et je lui ai dit, je mange pas, tant que je suis ici, je mange pas. Mais après, le lendemain, j'ai vu arriver, j'ai fait la connaissance de filles, et c'est parti pour un tour, c'était bien. Oui, c'est votre côté social, vous allez facilement vers les gens, vous aimez les gens? Et du Ouais, coup, on vit en communauté, on est obligé. et du coup, c'est ça dont vous vous nourrissez, c'est du contact, des copines, de relations dans la prison. On se fait des relations, oui. Donc, cette vie... Mais moi, je pense qu'à cet âge-là, la prison m'a sauvé la vie. Alors, les gens, ils vont peut-être pas être d'accord avec moi, tout le monde est contre la prison, mais moi, je suis obligé de dire, elle m'a sauvé la vie. Avec du recul, je me défonçais, j'avais pas de cadre. Chaque fois que j'y allais, parce que j'y suis allé souvent, presque j'arrivais à la maison, je retrouvais les surveillantes, et je pense que ça m'a sauvé la vie. J'ai trouvé un cadre que j'avais jamais eu. C'est-à-dire le côté horaire, Oui. le fait d'être contenu, quoi. Oui, oui. Ouais. Et je ne pouvais pas me défoncer lorsque j'y étais, c'est pas comme maintenant. Et Les produits rentraient moins facilement. il n'y a rien qui rentrait à l'époque. Ouais. Donc, Et même pas le téléphone, alors. Oui, c'est vrai. Il y avait Il y avait la rien. possibilité de téléphoner vers Non. l'extérieur, même pas. Non. Même pas. Ça, on parle, Muriel, des années 70. 70. Ouais. Donc, les années 70, pour vous, c'est le vol à la tire, des arrestations, il y en a eu plusieurs, Plusieurs. des séjours en prison, plusieurs établissements ou toujours Plusieurs établissements. La santé aussi, Non, Fresnes, la santé, non c'était pour les hommes. Ah oui, pardon. Non, Fresnes mineurs, la première fois. C'est là où j'ai pas compris, parce que ma grand-mère avait été incarcérée à Fresnes. Et elle aurait dû se sentir concernée, mais non.
Alors, on va en parler de votre grand-mère. Là, vous parlez de votre grand-mère maternelle. Je pense que vous l'avez compris. Cette femme a fait de la résistance. À Oui. l'époque, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait consciente de ça, mais Je l'ai su il y a pas longtemps. quand vous l'aurez appris ensuite, vous réaliserez que Fresnes est Fresnes, quoi. Fresnes pour Voilà. vous, Fresnes pour elle. Oui, on va en reparler. Juste ces années 70, Oui. il y a un moment où vous êtes enceinte en prison. Oui. Et c'est la fois où vous êtes incarcérée injustement, non? Sans avoir Injustement, rien volé, rien commis. j'avais rien fait ce coup-là. Alors, comment vous réagissez à cet Et il y avait enfermement-là? une sœur Amélie, une psychologue, qui ne voulait pas que je me fasse avorter. Et elle venait tous les jours me faire lire des poèmes de Laissez-les vivre, des trucs. Elle a tout fait pour que je ne le fasse pas, donc je suis arrivée à le faire. Et c'est après que j'ai mangé les fourchettes, les couteaux, que j'ai tenté de me suicider. Je n'avais pas de me suicider. Mais en tout cas, Je n'avais vous pas avez l'intention de avalé. mourir, mais j'ai avalé les fourchettes, les couteaux. Qu'est-ce que c'était cet acte pour vous? Vous supportiez pas d'être en prison sans raison? Voilà. J'avais dit, tous les mois, je mange les fourchettes. Et j'en ai mangé en décembre 76, en janvier 77. En étant opéré, Ah oui, évidemment. chaque fois, il fallait ouvrir et tout. Et dans le journal, il m'était poussé au suicide par l'administration pénitentiaire. Ça fait vraiment le cirque. Et les derniers jours de janvier, ils m'ont mis dehors parce que... Bon, voilà. Donc, c'est des journaux nationaux, hein, Libération, Libération, Le Monde, qui tout s'est ça. emparé de l'affaire et, Oui. Et vous avez été libéré. Libéré. Ça, c'est votre... Enfin, vous choisissez pas, c'est tout un débat, je pense, pour vous, pour nous tous. Est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on choisit dans nos vies? Mais en tout cas, vous dites oui, je vole, oui, je me fais prendre, oui, je vais en prison, c'est la règle. Ah oui, Et c'est la cette règle. De temps en fois-ci, temps, non. il faut payer. Hein. Voilà. Mais cette fois-ci, non. Non, Ben non, parce j'avais qu'il n'y a pas rien de raison. fait. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est votre côté révolté. Non, il faut être logique. On vole, on vit en marge, il faut prendre le risque de perdre quelquefois. On perd, on paye. Pour ça, jamais on m'a entendu critiquer les surveillants, les flics et tout. Ils sont quand même plus légitimes que nous. Si on ne fait pas le con, on n'a pas affaire à eux, quoi. Voilà. Donc, vous êtes libéré en janvier 77, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Et puis, à votre libération, vous décidez d'aller à Lyon, Oui. où là, vous entamez une vie, Notre vie. une autre vie. Parlez-nous de cette vie lyonnaise, alors, à partir de Mais ce disons moment-là. que j'avais connu un détenu qui faisait 15 ans de prison. Je l'avais connu par l'IB. Et il me dit, il faut que tu en aies marre de la prison. Tu ne restes pas à Paris, tu viens à Lyon. Et il y a un ami à lui qui m'a réceptionné à Lyon et sa femme se prostituait. Et il me dit, tu vas aller habiter chez ma femme en attendant. Et j'ai vu qu'elle gagnait plein de fric. Et quand, bon, je n'ai pas la même approche que les autres de la prostitution, parce que moi, j'avoue qu'à 16-17 ans, pour ne pas dormir dehors, il m'est arrivé d'aller dormir avec quelqu'un, juste pour avoir le gîte. Donc je me dis, tiens, c'est pas con, là, on peut gagner du fric. Et voilà comment pour moi, c'est un boulot comme une autre. Je dis, ben voilà. Votre premier client, vous vous souvenez? Un curé. Un curé, ça m'a payé les alliances. Donc, vous menez cette vie, vous vous prostituez dans le centre-ville de Lyon, dans Au la début, presqu'île dans le ou- centre-ville et après à l'extérieur. Ah, en périphérie, avec une camionnette, Oui. donc. Ouais, d'accord. Donc, vous considérez, c'est une activité, un métier pour Un vous? métier comme un autre. métier, voilà. Comme quand j'allais voler, c'est tel jour, telle heure, telle ligne, c'était mon métier. Et là, c'était un métier aussi. Donc, vous faites cette activité. Il y a des périodes où vous remontez à Paris, où vous J'ai remettez commencé à un votre petit peu, ancienne après activité. ça ne me plaisait pas. Ouais, Je suis reparti à Paris, je suis retombé voilà, parce que là, vous une ou deux vous voliez fois. à Et nouveau. après, j'ai dit, bon, cette fois, je reste à Lyon. Voilà, c'est ça. Alors, les années 80, du coup, pour vous, c'est la décennie de la prostitution. On est sur le thème du silence. Vous avez jamais fait silence sur cette période de votre vie. La prostitution, c'est pas quelque chose à taire. pour Disons vous. que ça a été un silence hypocrite, parce que lorsque j'allais hier chez mon père, ils en profitaient indirectement, parce qu'ils avaient des cadeaux, mais ils n'en parlaient pas. Mais ils le savaient. Et vous non plus. Mais Mais on n'en parlait pas, mais tout Voilà. le monde le savait. tout le monde le savait. Ouais.
Mais pour vous, il y avait un sentiment de honte. Pas C'était du tout. quelque chose à dissimuler ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Parce que si eux, ils en avaient eu honte, ils n'auraient pas dû prendre les cadeaux, les avantages. Donc, je crois que c'est en 91, vous êtes harcelé par le fisc qui tombe sur un carnet, vous aviez noté tous vos gains Oui. et qui vous demande une somme faramineuse. Donc, je vais voir le NI, c'est une association qui s'occupe des filles. Ils me disent, eh ben, il y a un contrat avec l'État. Si tu arrêtes de te prostituer, tu fournis des fiches de paye, après tu auras la remise gracieuse. Donc, pendant 18 mois, j'ai été travailler. Je travaillais dans le social. Et j'allais me prostituer le week-end. Du moment que je fournissais des fiches de paye, ils étaient contents. Et au bout de 18 mois, ils m'ont donné la remise gracieuse, c'était fini. Alors, Muriel Ferrari, en 2003, vous profitez d'un petit héritage Oui. pour acheter votre resto, rue du Dauphiné. Oui. Et il y a 3 de vos clients qui vont être à l'origine de vos 2 livres. Hein. Donc, ces 3 clients, c'est d'une part Mireille Debar, ancienne journaliste à Libération, Bernard Bolz, donc initiateur des rencontres estivales là, et fondateur de l'OIP Oui. et de Prison Insider. Tous les 2, ils vont vous pousser et vous aider à écrire « Je voulais vous dire ». Disons qu'il y a un monsieur qui est là, monsieur Boiron, qui avait fait un livre. Dédé Boiron, ouais, qu'on J'avais salue. écrit un livre et j'avais écrit quelques lignes de ma vie, condensées en quelques pages. Et j'ai dit, tu ne veux pas leur montrer? Et la semaine d'après, il y a Bernard et Mireille qui sont venus manger, qui m'ont encouragé à écrire. Voilà. Donc, ils reviennent régulièrement dans votre resto. Il y a Oui. une amitié qui naît entre vous 3. Et un jour, ils viennent manger en compagnie d'Antoine Grande, D'Antoine Grande. historien, qui à l'époque dirige le mémorial de Montluc, Oui. qui aujourd'hui est responsable des lieux de mémoire au plan national. Donc, vous lui parlez de votre grand-mère maternelle, Je lui ai dit, il Antoine. paraît que ma grand-mère a été déportée. Ben, tout de suite, il m'a dit, donne-moi son nom. Je lui ai donné, il m'a sorti son matricule et tout. Et comme je fais visiter Montluc quand il y a les journées du patrimoine, ils m'ont sorti son dossier des archives historiques de la Défense. Et j'ai découvert le bon côté et le mauvais. J'ai découvert qu'elle aurait empêché 11 000 personnes de partir au STO parce qu'elle travaillait au service du travail obligatoire à Paris. Elle était infirmière hein, et de profession, du coup, elle était secrétaire médicale Je sais pas, au elle service est du arrivée départ travail en Allemagne. Sur le dossier, c'était marqué qu'elle aurait empêché 11 000 personnes de partir sur les procès-verbaux qui sont même dans mon livre, qu'elle aurait empêché 11 000 personnes de partir en Allemagne. En 1 an et demi, c'est colossal. Hein. Enfin, elle était de mèche avec un médecin, Avec un visiblement. médecin. Ouais. Et ils ont fait ces actes de résistance extrêmement engagés, Et dangereux. après, elle a été dénoncée, torturée rue des SFC, condamnée à mort parce qu'ils considéraient qu'elle avait porté préjudice à l'économie allemande. Et après, ils l'ont mis à Fresnes, et après, ils ont décidé de ne plus fusiller les femmes, ils l'ont envoyée à Ravensbrück. Et le livre, c'est un peu un règlement de compte avec elle. Je l'interpelle, je dis, si tu n'étais pas ma grand-mère, je te verrais comme un héros. C'est bien ce que tu as fait. Mais j'aimerais bien que tu m'expliques comment peut-on risquer sa vie pour 11 000 personnes qu'on ne connaît pas et pas s'occuper de sa petite fille. Parce qu'elle ne vous a jamais fait signe. À partir du moment où vous avez arrêté à 6 ans, 6-7 ans, Voilà. d'aller la voir chez elle à Paris. Enfin, Après, j'ai plus jamais de nouvelles. Ouais. Mais après, moi, quand je suis parti à Paris à 14-15 ans, je n'ai pas été taper à sa porte. Hein. Non plus. Dans l'autre sens, vous n'avez pas fait de démarche. Non plus. Mais elle non plus. Non plus. Elle a eu des échos de votre parcours de vie. Ben, j'ai su il n'y a pas longtemps, par une de mes cousines, il paraît qu'elle a dit que si c'était à refaire, elle n'agirait pas comme ça. Je pense qu'elle se serait battue pour ne pas laisser la garde à mon père, tout ça, et essayer de m'élever elle. Donc, Et j'ai découvert un truc aussi qui est complètement illogique. En étant chevalier de la Légion d'honneur, étant une de ses descendantes, j'aurais eu droit à aller à l'école de la Légion d'honneur, d'être pris en charge par eux. Et ils ont préféré me laisser à l'école de la rue. Ils ne s'en sont pas occupés. Quoi. alors que vous avez arrêté l'école très tôt. Et que vous le 14 regrettez. ans. Ouais. Donc, en fait, quand Antoine vous révèle que votre grand-mère a été déportée, résistante, Oui. déportée, vous entamez une sorte d'enquête. Vous avez envie de lever vraiment le silence qui,
dans votre famille régnait savoir. autour de son histoire. Vous avez voulu savoir? Ben, avec le dossier et tout, j'avais des éléments et j'ai cherché sur le net et tout, j'ai su. Et Mireille m'a beaucoup aidé aussi. Et qu'est-ce que vous avez découvert, par exemple, sur le camp où elle a été internée pendant une année, hein, Ravensbrück, oui. hein? Ouais. Ben non, après j'ai su l'histoire de Germaine Tillon, elle était avec la nièce au général, elle était... Geneviève Antonios de Gaulle, Oui. voilà. Germaine Tillon. Tillon, sa mère, la mère, la fille. Ouais. Mais Elle était dans la même période avec elle, oui. C'est ça. Et la vie au camp, vous avez découvert des choses, vous ignoriez ça ou... Ah oui, avant je ne me sentais pas du tout concerné par tout ça. Hein. Quand on me parlait de 39-45, on m'aurait parlé des guerres de Napoléon, c'était bien. Et vous pouvez nous dire ce que vous avez découvert sur les conditions de vie de votre grand-mère là-bas? Qu'est-ce qu'elle a vécu en fait? Mais ça, je ne peux pas trop savoir exactement, elle, qu'est-ce qu'elle a vécu là-bas. Je sais qu'elle est revenue très malade, qu'après, ils lui ont donné toutes les médailles qui existent. Mais comme je lui dis, la patrie reconnaissante, dans le livre, tu as dû regretter un petit peu ce que tu as fait, parce qu'elle a demandé un appartement parce qu'elle était à la rue en revenant. Et la France reconnaissante lui a refusé parce qu'elle a refusé de prendre la carte du Parti communiste. La patrie reconnaissante, parlons-en. Et vous l'interpellez, enfin, en même temps, on sent que vous l'admirez, cette femme, et en même temps, vous êtes dur enfin, avec elle, vous lui renvoyez cette attitude que vous décriviez, c'est-à-dire l'héroïsme dans la société. Mais elle a quand même mis ses 4 filles en danger, parce que lorsqu'elle s'est fait arrêter, bon, elle s'est fait arrêter sur son lieu de travail, mais le matin, elle est partie, ça s'est passé un lundi, j'ai fait des recherches, elle a passé le week-end avec ses filles et tout, le lundi, elle part, et elle n'est jamais revenue. Heureusement que c'est des gens de son réseau qui les ont récupérés, qui les ont amenés ailleurs chez mon arrière-grand-mère. Donc c'est un peu, dans votre esprit, c'est altruisme, humanisme pendant la guerre, et silence, indifférence à votre égard, en tout cas. Ah, complètement. Mais on m'a expliqué qu'on peut être héroïque par moments et défaillant à d'autres, que l'être humain n'est pas parfait. Vous avez en quelque sorte brisé le silence qui enveloppait la vie de votre grand-mère. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça vous a apporté quoi, en fait? Rien. Ça m'a réconcilié avec elle. Mais après, je pense que ça n'a rien changé à ma vie. Hein. Comment réconcilier? Mais disons que je dis, ça m'a réconcilié. Avant, je la voyais comme une originale et tout. Et là, je m'aperçois que c'est mon père qui a le mauvais rôle. Il était dans le déni, et alors qu'elle était bien. C'est ça. Donc, en fait, ça a changé votre regard sur cette femme qui était la maman de votre maman. Ouais. Est-ce que, je crois qu'on est déjà, on est déjà au-delà du temps qui nous est imparti. On a dépassé les 30 minutes. Ça va? C'était pas trop torturant? Ça va. Merci beaucoup, Merci. Muriel Ferrari, pour votre témoignage. Demain, à la même heure, probablement pas au même endroit, on espère sur la scène du parc, je recevrai donc le père Georges, qui est le père supérieur de l'abbaye d'Aiguebelle, donc des cisterciens qui vivent 12 heures sur 24 dans le silence. Il nous en parlera demain. Muriel, vous auriez une question à poser à ce moine qui a fait le choix de vivre l'essentiel de sa vie dans le silence. Vous auriez envie vous auriez envie de savoir quelque chose ou de le questionner. Qu'est-ce que ça vous inspire? Un homme qui passe l'essentiel de sa vie dans le silence. C'est son choix. C'est son choix. Regardez, moi, je me suis bien mis en prison. Est-ce que vous pensez que les moines, c'est un enfermement? Enfin, on pourrait lui poser la question. C'est une forme d'enfermement. Comme moi, j'ai pris un restaurant, j'ai changé de vie, mais c'est une autre forme d'enfermement. Ah bon? Dans quel sens? J'ai pris perpète, je me suis mis
dans un système, l'URSSAF, les impôts, tout ce cinéma, là. Donc voilà, l'enfermement n'est pas toujours là où on pense qu'il est, mais je transmettrai votre question au De toute Père façon, Georges. je vais vous dire, Cette question sur l'enfermement, est-ce que les moines vivent un enfermement ou est-ce que c'est autre chose? souvent, en pensant à l'huissier, à l'URSSAF, tout ça, je me suis dit, merde, t'aurais dû rester dans l'autre vie, c'était plus sympa. Hein. Ouais. Parce que Vous même vous en sentiez prison, plus j'ai libre. toujours bien dormi, et là, il y a des fois où... Je vous ai même entendu dire que pour votre retraite, ça pourrait être une solution mieux qu'un EHPAD. Ah ben là, sincèrement, plutôt, je vais vous dire, j'aurais droit à quoi? J'aurais tous mes trimestres à 90 ans. Hein. Donc, je vais avoir le minimum vieillesse. 900 €. 900 €. Je vais les prendre parce que j'aurai que ça, mais honnêtement, je trouverais logique qu'ils me disent, écoutez, démerdez-vous. Pendant 48 ans, vous avez vécu sur le dos du système, donc je ne trouve pas logique qu'ils me les donnent. Mais comme j'aurai que ça pour vivre, je vais les prendre. Mais après, avec 900 € dehors, on ne fait rien. Et je dis, pourquoi pas aller en prison avec 900 € pour cantiner, c'est la fête. Merci à vous.